écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le gouvernement veut renforcer les sanctions contre les violences sexuelles sur les jeunes filles, élèves et apprentis. Un avant-projet de loi a été adopté dans ce sens hier. Plus de précisions sur ce texte de loi dans ce journal. La Coordination nationale de gestion de la riposte à la COVID-19 appelle la population à la vigilance et au respect des mesures barrières. Les chiffres de contamination augmentent alors que le pays se prépare pour des célébrations de masse. La fête de la Tabaski, c'est pour bientôt. Quel est le lien entre cette fête et le pèlerinage musulman? La réponse dans cette édition. Et puis, CAN Football féminine Maroc 2022, les éperviers dames gardent espoir après leur nul face aux Lionnes indoctables du Cameroun, un but partout. radiolomé.tg. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État Forest Ozmna Zingbe, suivant une fois encore le point des travaux avec le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayewadan, porte-parole du gouvernement. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Le phénomène grandissant de violences à caractère sexuel dans les institutions éducatives et centres d'apprentissage impacte négativement les études des apprenants victimes et compromet leur avenir. Face à ce phénomène, il est apparu nécessaire de prendre des mesures visant à renforcer l'arsenal juridique existant et à préserver les meilleures conditions possibles à l'éducation des enfants. C'est l'objet de la présente loi dont l'adoption permettra non seulement de mettre en place des mécanismes de prévention de ces actes, de protéger et d'accompagner les victimes, mais également de renforcer l'arsenal répressif. Il constitue un moyen de lutte contre l'analphabétisme et de réduction des inégalités. Le Conseil a ensuite examiné et adopté l'avant-projet de loi portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement. Cet avant-projet de loi définit un cadre incitatif pour les industries du textile et de l'habillement. Il s'inscrit dans la dynamique de renforcement de l'attractivité du cadre législatif pour les investissements et en vue d'accélérer la transformation de l'économie nationale, la création d'emplois et l'inclusion sociale dans un contexte de mise en place de la plateforme industrielle d'Adéticopé PIA. Son adoption permettra à notre pays de disposer d'un véritable outil d'accélération de l'installation des industries du secteur du textile et de l'habillement et de booster ainsi un secteur à forte intensité en main-d'œuvre. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant Code des marchés publics. Pour rappel, ce texte fixe les règles qui régissent la préparation, la passation, le contrôle, l'exécution et la régulation des marchés publics conclus par les autorités contractantes pour répondre à leurs besoins en matière de réalisation de travaux, d'acquisition, de fourniture ou de prestation de services. Son adoption permettra une meilleure gestion des acquisitions, une célérité des procédures, un renforcement du climat des affaires, une professionnalisation des acteurs et une amélioration de la consommation des crédits budgétaires. Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de décret portant attribution, organisation, fonctionnement de l'INAM,
organisme de gestion de l'assurance maladie universelle. Ce décret fait suite à la désignation de l'INAM comme organisme de gestion de l'assurance maladie universelle au Togo, AMU. Il élargit et adapte les attributions de l'INAM afin d'assurer la mise en œuvre efficace et efficiente de l'AMU. L'adoption de ce décret vient marquer une étape importante dans l'opérationnalisation de cette réforme qui renforce l'inclusion sociale conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale. Au titre de la communication, le Conseil a écouté une communication sur des actions à mener pour limiter la propagation de la Covid-19 pendant la période des fêtes traditionnelles, présentée par le coordonnateur national de la gestion de riposte contre la Covid-19. Cette communication a pour objectif de présenter au Conseil les actions envisagées pour limiter la propagation de la Covid-19 lors des fêtes traditionnelles. Ces fêtes, qui sont des moments de retrouvailles et de célébration de nos traditions, devront se tenir dans le strict respect des mesures barrières. Par ailleurs, des dispositifs de vaccination seront déployés sur les sites de ces fêtes. Les équipes sanitaires et les membres des groupes mixtes de surveillance seront mobilisés pour accompagner les comités locaux tout au long des festivités. Le gouvernement a saisi cette opportunité pour rappeler à tous le maintien de la vigilance durant ces fêtes afin d'éviter une propagation forte de la maladie. Au titre des divers, le gouvernement s'est réjoui des conclusions de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenue le dimanche 3 juillet 2022 à Accra. Madame le Premier ministre a présenté, au nom du gouvernement, ses admirations au président de la République pour les initiatives et efforts qu'il n'a cessé de déployer avec ses homologues, en particulier en facilitant le dialogue entre la CEDEAO et le gouvernement malien, ce qui a abouti à la levée des sanctions qui pesaient sur ce pays frère. Fait à Lomé, le 6 juillet 2022, le Conseil des ministres. Après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayouadan, a devant la presse donné des explications sur certains projets de loi. Relativement à l'état des lieux, en ce qui concerne la protection des apprenants de façon générale, notre pays n'est pas démuni. Il existe bien évidemment un cadre légal de droit commun qui permet de protéger les apprenants en milieu scolaire. Je peux citer la loi de 1984 qui protège spécifiquement les élèves. On peut citer le Code de l'enfant de 2007, le Code pénal de 2015. Donc, il existe un arsenal législatif pour protéger les apprenants en milieu scolaire. Mais le constat est que, aujourd'hui, malgré l'effectivité de ces textes, il y a encore des situations de violence sexuelle, notamment, sur des apprenants, tant en milieu scolaire qu'en dehors du milieu scolaire. Et ces situations ont un impact négatif important sur la scolarité des jeunes apprenants, notamment les filles. À partir de là, et on peut citer des chiffres, aujourd'hui, en tout cas 2020-2021, c'est près de 1747 grossesses en milieu scolaire. Et cette situation n'est plus tenable. Donc, il fallait réagir. Le gouvernement a choisi de renforcer l'arsenal existant en se dotant de cet avant-projet de loi qui vise à aggraver les peines, à proposer un accompagnement en cas de violence sexuelle avérée, à créer les conditions de signalement de ces violences sexuelles et autres d'ailleurs, discrimination, harcèlement, pour que les apprenants puissent se sentir en sécurité à l'école, pour que ces situations soient endiguées et que les résultats scolaires soient à la hauteur des espérances de notre pays. Donc,
aujourd'hui, on a un projet complet qui va d'abord dans le préventif, ensuite propose un accompagnement et également des sanctions. Vous avez parlé des situations extrascolaires. Alors sur ces situations-là, évidemment que le droit commun est pertinent pour régler ces situations. Mais si le besoin se fait sentir et que ce sont des personnes issues du milieu scolaire qui se retrouvent hors de l'école, cet avant-projet de loi propose également des règles pour encadrer ces situations. Concernant la crise malienne, le professeur Akoda Ayouadan a salué la diplomatie réussie du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. Je pense qu'il nous faut d'abord exprimer une joie de voir les sanctions qui pesaient sur le peuple malien levées. La levée de ces sanctions est évidemment une consécration de la diplomatie active de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est une réussite collective puisque la CEDEAO, enfin les pairs du Président de la République, ont décidé ensemble de lever ces sanctions-là. Il faut également lire dans cette levée des sanctions une avancée importante dans le rétablissement des relations qui peuvent exister entre le Mali et les autres pays qui sont membres de la CEDEAO. Il faut également y lire une contribution importante au rétablissement de la paix et également de la sérénité qui doit présider aux actions au quotidien de ces populations. Le président de la République n'a eu de cesse de le dire. La clé de cette négociation, c'est la volonté de voir ces populations retrouver la quiétude dans laquelle elles vivaient. Et c'est véritablement cette volonté forte qui a été, on va dire, la boussole de la négociation du président de la République. Et je pense qu'il est légitime de dire nos admirations au président de la République pour cet achèvement. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Les contaminations à la COVID-19 sont en hausse. Cette semaine, 132 cas ont été enregistrés contre 111 la semaine dernière. On dénombre 167 cas actifs avec 4 personnes hospitalisées. Plusieurs préfectures sont touchées et la vaccination va en ralentissant. Cette hausse est due à l'explosion des chiffres en Europe à cause des nouveaux variants. À la veille du démarrage des fêtes au Togo, la Coordination nationale de gestion de la riposte à la COVID-19 appelle à la vigilance et au respect des mesures barrières. Pour les luttes EVALA qui débutent après-demain, plusieurs dispositions sont prises pour des réjouissances sans risque. Médecin-colonel Djibril Mohamed. Les nouveaux variants du virus circulent à un rythme effréné. Dès que ces chiffres augmentent en Europe, nous ressentons le contre-coup chez nous. À la veille du démarrage des fêtes traditionnelles dans plusieurs localités de notre pays, j'aimerais prier tous les Togolais de renforcer la vigilance. Pour les EVALA qui vont commencer la semaine prochaine, des mesures sont prises pour que les réjouissances se déroulent dans de bonnes conditions sanitaires. La CLGR, c'est-à-dire le comité local de la gestion de la riposte contre la COVID-19 dans la préfecture de la COSA, les formations sanitaires sont mobilisées pour vacciner toutes les personnes souhaitant le faire, et ceci dans tous les cantons. Et les équipes de la force GMS seront déployées à la fois pour sensibiliser, mais aussi pour s'assurer du respect des gestes barrières et vérifier également aussi la régularité des certificats de vaccination à la fois des participants et des visiteurs. C'est ainsi que sur les lieux, dans la préfecture de la COSA, les vaccinations ont déjà démarré depuis un mois dans tous les cantons, dans tous les centres de soins des cantons, où tous les lutteurs seront vaccinés, mais aussi les visiteurs seront vaccinés avant d'arriver sur le lieu. Mais aussi sur les lieux là-bas, les mesures barrières doivent être respectées avec le port de masque et la désinfection des mains. Ceux qui viendront des autres préfectures, ils doivent être vaccinés. Il y a certains qui n'ont pas encore eu leur première dose, ils n'ont qu'à prendre leur première dose. Il y a d'autres, leur deuxième dose, d'autres, leur rappel. Le Hajj 2022 se poursuit pour les milliers de musulmans sur les lieux saints de l'islam. Bientôt, ce sera la fête du mouton appelée également Tabaski. Quel est le lien entre le pèlerinage et la fête? Suivant l'imam Salih Soubawa de la mosquée d'Akoresewa au micro de Djobo Khaled. Le rapport entre le pèlerinage,
le Hajj et la Tabaski est que c'est à l'issue des rites du Hajj qu'on fait la Tabaski. On ne peut pas faire la fête de Tabaski si ce n'est pas dans le mois du pèlerinage. Et on ne peut pas sacrifier n'importe quel jour du mois du pèlerinage si ce n'est pas à la fin des rites des pèlerins. C'est pour cela c'est insensé de dire que nous dans notre pays la fête de Tabaski c'est un dimanche ou bien c'est un lundi. Non, c'est-à-dire la fête vient après en même temps le stationnement à Arafat. Si dans votre pays on ne stationne pas sur un mont Arafat, un mont donné qu'on appelle Arafat, vous devez suivre les gens qui sont en Arabie Saoudite qui vont se stationner à Arafat le 9e jour et le lendemain matin on nous demande de faire le sacrifice. Donc c'est le jour suivant, le jour de Arafat, qu'on fait le sacrifice. Ils ont un lien très très étroit entre le sacrifice et le pèlerinage. Magazine sur l'usage du téléphone lorsqu'on est à moto ou à vélo, une pratique rigoureusement interdite. De graves accidents impliquent des motocyclistes et autres engins à deux roues. Pour en parler, voici ce magazine de Aimé Sougliman et présenté par Edmond Soba. Oui, allô, je suis en pleine circulation. Je suis à moto. Oui, il y a quoi? Ils sont nombreux, ces conducteurs des engins à deux roues qui, en pleine circulation, communiquent au téléphone. Un comportement incivique qui n'est pas sans conséquence. Otto Gunther Pego, président de l'association des victimes de la route AVR. Lorsque survient une conséquence des suites de cette distraction dans la circulation, vous causez des torts à vous-même et aux tiers. Parce que, vous voyez, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Et il faut noter que la route, elle requiert 100% de l'attention de l'usager pendant qu'il est au cœur de la circulation. Le mal créé ne se limite pas aux concernés, occasionne d'autres pertes en vies humaines. Retrouvons Otto Gunther Pego. Lorsque survient une conséquence des suites de cette distraction dans la circulation, vous causez des torts à vous-même et aux tiers. Parce que, vous voyez, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Et il faut noter que la route, elle requiert 100% de l'attention de l'usager pendant qu'il est au cœur de la circulation. Soyons prudents car l'usage du téléphone en circulation est mortel. Magazine agricole, suite et fin des dossiers sur le compost. Dans ce dernier numéro, Odette Spira montre comment apporter le compost au champ et les avantages de cette substance organique pour le sol et les cultures. À la différence des engrais minéraux, le compost enrichit et protège le sol. Il améliore également les rendements. Comment se fait l'épandage donc du compost au champ? Dadjo Bagilma, ingénieur agronome, explique. Dès que le compost est prêt, il faut le transporter au champ ou soit l'amener dans vos jardins ou dans les vergers. Si c'est au champ, vous épandez uniformément sur toute la parcelle et passez au labour. Il est enfoui juste avant le labour. L'apport des engrais doit être combiné à l'apport de la matière organique. Pourquoi le compost est-il conseillé aux producteurs? Retrouvons Dadjo Bagilma. Et quand on utilise les engrais minéraux, ça permet de ne pas lessiver ces engrais. Ça apporte les oligo-éléments indispensables à la plante. Ça va enrichir la terre en humus. Ça va améliorer durablement la fertilité des sols. Et ça va contribuer à la qualité des récoltes. Favorisera également l'utilisation plus efficace de l'engrais minéral par la plante. Jeudi prochain, nous parlerons de l'agroécologie. Les éperviers dames espèrent se qualifier pour le second tour de la CAN féminine 2022 au Maroc. Lors de leur deuxième sortie face au Cameroun, le Togo a fait un match nul, un but partout. Fidel Mawena, envoyé spécial, revient sur la rencontre. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre. Une rencontre phare pour la sélection togolaise qui a promis mouiller à fond le maillot pour refaire son retard. Wedikou Mafille ouvre le score sur penalty à la 27e minute pour le Togo. Un penalty consécutif à un mauvais jeu du gardien des Lions indomptables du Cameroun, Ange Baou, sur Odette Nientegman.
38e minute, égalisation du Cameroun par Estelle Johnson qui reprend de la tête un joli coup franc de Gabriel Onguéné. Le score en restera là jusqu'à la pause. Pour une possession de 62% contre 38% pour le Togo, les Lions indomptables du Cameroun ont largement dominé la seconde partie sans inscrire le moindre but jusqu'à la fin du temps réglementaire. Togo 1, Cameroun 1. Gabriel Zerbo, coach des Lions indomptables du Cameroun. C'est une déception. Pourquoi? Parce que nous avons mis tous les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner ce match. On ne l'a pas gagné. On ne l'a pas gagné parce qu'on avait en face une équipe de Togo qui en voulait peut-être plus que nous. Donc c'est une déception et il y avait de la place pour pouvoir marquer 1, 2, 3 buts. Mais on ne l'a pas fait. Et maintenant, on concède un but. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui occasionnons ce penalty. Là où il n'y a pas, n'est-ce pas, le ballon, on vient faire une faute sur un adversaire. Donc, c'est clair, c'est une déception. Kaï Tometi, coach des Éperviers dames. Une première participation, un match nul contre un pays très expérimenté, un pays mondialiste, très habitué de la CAN. Et je dirais que c'est une victoire. Ça n'a pas été facile de remobiliser ma troupe, de remonter le moral des filles. Donc je dis que les filles ont fait un match héroïque et je suis très content et je pense continuer comme ça contre la Zambie. Colonel Guy Akpovi, président de la Fédération togolaise de football. Nous sommes plus que satisfaits parce que aujourd'hui nos joueuses ont montré aux yeux de tout le monde qu'elles savent jouer et que le Togo est une nation de football. Nous avons démontré aux Camerounais que nous sommes à la hauteur et que nous pouvons faire mieux. C'est vrai, le premier match c'était qu'un incident de parcours. Aujourd'hui nous avons prouvé qu'on peut faire plus. Et moi je suis plus que satisfait pour ce deuxième match. Mais vous savez, on dit l'appétit vient en mangeant. Donc nous attendons le troisième match et je vous assure que ce troisième match-là, nous allons le gagner pour l'honneur de notre pays. Le trophée de la femme du match est revenu à Sama Koudjoukalou. Le Togo affronte samedi prochain à Rabat la Zambie pour le compte de la troisième et dernière journée du premier tour. De Casablanca, Fidel Mawena pour Radio Togo. Bonne chance aux Éperviers dames. Deuxième journée toujours dans le groupe C ce jeudi. L'Afrique du Sud s'oppose au Burundi à 17h. Puis à 20h, le Botswana affrontera le Nigeria. C'est la fin de ce journal, donc voici le rappel des titres. Le gouvernement veut renforcer les sanctions contre les violences sexuelles sur les jeunes filles, élèves et apprentis. Un avant-projet de loi a été adopté dans ce sens hier. Et puis la Coordination nationale de la gestion de la riposte à la Covid-19 appelle la population à la vigilance et au respect des mesures barrières. Les chiffres de contamination augmentent alors que le pays se prépare pour des célébrations de masse. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg